Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, l'émission est en direct, merci pour votre fidélité. On parle ce soir des professions réglementées, le sujet est de nouveau dans l'actualité. On avait un temps cru que le gouvernement avait enterré ce dossier, non pas du tout, on va en parler longuement ce soir. C'était sans compter l'énergie d'Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie. Les professions réglementées, eh bien, elles sont dans le collimateur du gouvernement, les notaires, les avocats, les pharmaciens. Pour les plus connus, on reviendra ensuite sur les détails et aussi les médecins. L'objectif, eh bien, c'est de briser leur monopole, dit le gouvernement, et de redonner du pouvoir d'achat aux Français, ça c'est le principe. On se souvient du rapport Attali qui avait fait grand bruit et qui avait fait grincer des dents ici à l'Assemblée nationale, qui proposait de libéraliser les professions libérales. On fait le point ce soir à l'occasion bien de la remise d'un rapport mené par un député dans le cadre d'une mission d'information. Il a remis aujourd'hui ses conclusions au ministre de l'économie qui devrait peut-être bien lui permettre, grâce à ce rapport, de bâtir sa loi sur la croissance dont on a déjà parlé sur ce plateau. Le sujet eh bien, suscite un tollé chez les professions concernées, une levée de bouclier chez les pharmaciens. Ils avaient tiré les rideaux il y a quelques jours. Les notaires sont en colère. On va faire le point. Ils étaient même dans la rue. Presque une première. Les notaires dans la rue. On n'avait jamais vu cette image. Que cache ce dossier? Est-ce que le gouvernement va mener à bien cette réforme? On va tenter de répondre à cette question parce que c'est une réforme qui brise un certain nombre de codes un peu techniques. On va essayer de vous éclairer ce soir. lcp.fr, vous connaissez l'adresse. Évidemment, le JDD.fr qui est notre partenaire. Et #CVR pour les tweetos. Et puis, il y a aussi une page Facebook, voilà, pour être totalement complet sur les réseaux sociaux. 4 invités, dont l'auteur de ce rapport, Richard Ferrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Finistère, donc membre de cette mission temporaire sur les professions réglementées. Un rapport et 28 propositions que vous allez nous détailler en partie, qui sont à la fois un peu techniques. On essaie de nous éclairer évidemment sur la philosophie de ce rapport. Rapport qui a été remis aujourd'hui au ministre de l'économie Macron. Et puis vous allez le remettre demain à Christiane Taubira, notamment concernant les professions juridiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Philippe Pouillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP du Val d'Oise, maire de Pontoise, vous êtes avocat. Et puis j'ai lu que vous étiez aussi vice-président d'une mission d'information sur les professions réglementées juridiques. Alors là, on verra évidemment la concurrence des missions d'information et puis le travail que vous venez évidemment. On fera le point avec vous dans quelques instants. Puis sur ce plateau, 2 experts dans leur domaine respectif, experts et acteurs du dossier. D'abord Gilbert Sette, bonsoir. Bonsoir. Professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, co-auteur avec Philippe Aguillon, Élie Cohen et vous-même donc de ce livre dont on a beaucoup parlé, Changer de modèle, édition Odile Jacob, il est sorti en 2014. Et vous êtes favorable, on écoutera vos arguments en tant qu'économiste à cette déréglementation. Et puis Michel Chassan est avec nous sur le plateau. Vous êtes à la tête de l'Union nationale des professions libérales. Vous englobez donc l'ensemble de ces professions libérales. Et puis on vous connaît aussi comme médecin, président d'honneur du syndicat des médecins, le CSMF. Vous avez fait beaucoup de négociations et vous représentiez un des syndicats importants de médecins. D'abord, pour essayer d'y voir un peu plus clair, parce qu'on parle beaucoup de professions, 28 propositions concrètes. Bien regarder le sujet de Marion Lefebvre, eh bien, ce sont les principales propositions, détonnantes pour certaines, contenues dans votre rapport que nous détaille Marion Lefebvre. Regardez. Réformer sans casser, c'est l'objectif des propositions de Richard Ferrand. Le député préconise de desserrer les contraintes des professions réglementées en échange de plus de transparence. Ainsi, il propose de créer de nouveaux offices pour les notaires, les commissaires-priseurs et les huissiers de justice pour faciliter l'installation des jeunes générations. Cela renforcerait également le maillage territorial. Une instance indépendante déterminerait les créations de postes nécessaires. Les nominations se feraient ensuite par voie de concours. Le rapport conseille d'assouplir les règles de regroupement entre offices et propose la création de structures communes où exerceraient ensemble les professions juridiques et d'expertise comptable. Il souhaite également permettre l'ouverture du capital de ces sociétés entre elles. En contrepartie, l'autorité de la concurrence donnerait son avis sur les tarifs réglementés. Aujourd'hui, certains actes de notaire sont surévalués, d'autres sous-évalués. Les tarifs seraient donc réajustés. Ils seraient révisés tous les 5 ans et rendus publics pour mettre fin à l'opacité des pratiques. Enfin, le rapport recommande d'assouplir la vente de médicaments en ligne et souhaite permettre aux pharmaciens de pratiquer sur prescription médicale certaines vaccinations. Alors, ce dossier des professions réglementées, on en parle depuis un certain temps. C'était porté par Arnaud Montebourg, faut-il le rappeler. Je voudrais juste présenter 2 sentinelles, Achille et Étienne. Achille est militant de Nouvelle Donne et puis Étienne est militant à l'UMP. Je crois découvrir Étienne tout de suite. Étienne, je donne la parole. Bonne ou mauvaise idée de toucher à ces professions réglementées? Parce que certaines, dit-on, gagnent trop d'argent. Et puis d'autres ont des tarifs comme ça un petit peu empesés et qu'il faut un peu casser, renverser la table pour permettre aux Français de dégager du pouvoir d'achat. C'est ça l'argument. Vous y êtes sensible ?
Je dirais, il y a un sens des priorités. Je pense pas que ce soit la mesure principale qui donne du pouvoir d'achat aux Français. Sur les principes de mise en concurrence, je suis pas contre par principe, mais on peut voir les effets néfastes aussi concernant, par exemple, la profession des notaires aux Pays-Bas, où ils ont été face à une hausse des coûts et ils ont une progression en nombre de notaires moindre que la nôtre. Donc on peut voir que déréglementer dans ce domaine-là, ça pose question sur certaines professions. Bon, voilà, ça c'est la position d'Étienne. Et puis je vous présente Achille. Voilà, on avait vu Achille furtivement. Vous êtes militant Nouvelle Donne. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'on ne sait plus trop si c'est un débat de gauche, de droite. Est-ce qu'il faut préserver comme ça entre guillemets, les privilèges, ou est-ce qu'il faut tout libéraliser pour permettre la libre concurrence? On ne sait plus trop. Moi, j'ai juste deux petites questions. J'ai cru comprendre que les taxis n'avaient pas été mis dedans. Je voulais savoir pourquoi. Ça, c'était la première chose, et si c'était bien le cas. Et la deuxième remarque, c'était sur les arguments, notamment des notaires, enfin toutes ces professions, tous ces professionnels. Quels sont leurs arguments à eux pour défendre leur point de vue? J'ai pas très bien compris. Sachant que ça allait redonner du pouvoir d'achat, moi je comprends bien leur intérêt personnel, mais au-delà, quels sont leurs arguments? Merci Étienne. Vous aviez le téléphone qui sonnait pendant votre intervention. C'est une question importante. C'est vrai que dans la liste des 28 propositions, qui sont certaines assez techniques, assez techno, il faut les décrypter, les déchiffrer. Effectivement, il n'y a pas le mot taxi. Ça c'est fini, on déréglemente plus les taxis, dont Jacques Attali disait qu'il fallait impérativement comme ça libéraliser le réseau de taxis. Ce n'est plus dans le rapport. Pour répondre à Étienne. Oui, enfin moi dans la mission qui m'a été confiée, ce sont les professions du droit et une partie des professions de la santé qui étaient concernées. Donc le périmètre, c'est cela. Bon. Mais surtout, tout de même, si vous permettez, ce qu'il faut dire clairement, le sujet, c'est pas de savoir si telle ou telle profession est dans le collimateur ou si les uns ou les autres gagnent son argent. Ça vous plaît pas, ça? Non, mais c'est pas ça l'enjeu du tout. La formulation vous convient pas. Non, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir comment on conserve un maillage territorial efficace avec des professions qui font très bien leur travail. Donc il ne s'agit absolument pas de les stigmatiser. C'est comment on permet l'accès aux jeunes à ces professions lorsqu'ils veulent s'installer à leur compte. Ça coûte cher pour devenir notaire. Comment, précisément. Et comment ensuite on fait pour que les tarifs pratiqués soient rapprochés des coûts. Et enfin, comment on fait pour permettre l'innovation, le développement par un renforcement du capital dans la famille des professions, je le précise bien, pour permettre l'innovation et le développement. Donc il s'agit plus, comme s'intitule le rapport, de créer une nouvelle jeunesse pour ces professions que d'aller leur taper dessus. Car ce n'est absolument pas l'enjeu ni l'objectif. Philippe Houillon, je donnerai la parole à l'économie Gilles Berset qui soutient cette volonté de réforme. Mais vous êtes député UMP, vous êtes avocat. Vous travaillez sur une mission de votre côté sur les professions réglementées dites juridiques. Donc vous étudiez la question de très près. Est-ce que vous trouvez l'idée judicieuse, bonne, notamment sur l'argument du pouvoir d'achat? D'abord parce que les Français qui nous regardent se disent... Je voudrais d'abord féliciter mon collègue parce que honnêtement, proposer une réforme de toutes ces professions, mandater le 3 octobre et donner un rapport fin octobre, vraiment chapeau. Je suis sensible à l'ironie de votre compliment, vraiment, étant précisé que cela fait bien longtemps que j'y travaille dessus. Deuxièmement, vous dites c'est un peu court, quoi. D'accord. Non, mais je parle pas de mon collègue qui a fait un travail que j'ai pas eu le temps de lire en entier parce que je l'ai lu tout à l'heure, mais c'est pas sérieux de faire ça. Vous viendrez me dire ce qui n'est pas sérieux dans ce rapport. Alors, Monsieur Houillon, avant de disqualifier mon travail, vous viendrez expliquer ce qui n'est pas sérieux dans ce rapport. Je vous tire mon chapeau. Alors si vous ne l'avez pas lu, vous auriez pu en prendre le temps. Deuxièmement, je pense que tout ça part d'une vaste opération de com'. C'est-à-dire que M. Montebourg, qui avait quand même très modérément réussi dans son redressement productif, a dit, à un moment donné, a lancé un slogan, je redonne 6 milliards d'achats, de pouvoir d'achat, c'était 6 milliards, oui. 6 milliards de pouvoir d'achat aux consommateurs. Il n'y a pas question dans mon rapport. Et il a trouvé les professions réglementées. Et puis ensuite, il s'en est suivi une grande confusion, un rapport confié à un parlementaire en mission, une mission décidée par la commission des lois dans un temps aussi extrêmement bref. Dont vous êtes le vice-président dont je suis le vice-président de la mission. Madame Taubira qui n'est pas complètement d'accord avec Monsieur Macron. Enfin bon, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. À qui vous remettrez votre rapport demain d'ailleurs? C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Je vais travailler avec elle sur ce rapport. Et des propositions qui finalement viennent un peu et du rapport d'Arroy qui date d'il y a quelques années mais qui n'avait pas été suivi. Que vous avez enterré. Et du rapport Attali. Dans lesquels deux commissions qui ont rédigé ces rapports, Monsieur Macron siégeait.
Voilà. Donc on en est là. Et tout le monde s'accorde à dire, et je viens d'entendre la même chose, que ce sont des professions qui marchent plutôt bien, qui ont de la compétence, donc c'est normal qu'elles soient réglementées pour la protection du consommateur. Et votre auditeur à l'instant disait pas autre chose. Est-ce que c'est vraiment la priorité, dans une période de crise, en quelques semaines d'audition, d'aller mettre un grand coup de pied dans la fourmilière? Je dis pas qu'il n'y a rien à faire, hein. Je dis pas ça du tout. Un grand coup de pied dans la fourmilière avec un projet de loi qu'on va débattre, dont on va ambitieux. débattre au canon. J'en sais rien. Je ne connais pas le projet de loi. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de loi. Nous faisons des auditions et mon collègue Ferrand a fait son travail, que je ne dénigre pas du tout, contrairement à ce que vous avez pensé, a fait son travail sans connaître les... Enfin, en tout cas, lui, je ne sais pas, mais sans connaître les éléments du projet de loi. Alors, c'est pas sérieux. Tout ça, c'est pas sérieux. Alors, il y a un acteur qui est les professions libérales, je vais vous entendre, mais je vais entendre aussi un acteur économique, un prof d'éco. Excusez-moi de vous intituler comme ça, mais... Concrètement, l'argument qui était avancé, c'était on va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Moi, j'ai lu un nombre de tribunes incalculables, qui ne sont pas que des économistes d'ailleurs, qui disent c'est pas avéré du tout, et que surtout c'est une injonction pour suivre les recommandations de Bruxelles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a du pouvoir d'achat et est-ce qu'on suit doctement les règles de Bruxelles? Cet argument est réducteur. Ça fait déjà des décennies que l'on parle de réformer les professions réglementées, de les déréglementer à plus ou moins grande échelle. Je rappelle que le rapport Armand-Rueff, qui était un rapport très fort sur la question, que vous citez, j'imagine, date de 1960 et préconisait déjà, pour obtenir des gains en croissance qui ne passent pas par l'augmentation, principalement par l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, préconisait déjà une déréglementation plus ou moins forte des professions réglementées. Les principaux canaux par lesquels les effets économiques d'une telle déréglementation passent sont vraiment pas du tout les gains de pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi ne sont pas principalement ça? Parce que réduire les réglementations, c'est enlever des rentes d'une poche pour les mettre dans une autre, pour les ménages. Donc il y a des ménages qui perdent, ceux qui sont dans ces professions réglementées. Il y a d'autres ménages qui gagnent, dont évidemment les salariés. Le principal gain, il n'est pas là. Le principal gain, et on l'a vu dans beaucoup de pays qui ont pratiqué cette... Anglo-saxon, dit-on, on va l'entendre. Eh bien, c'est une réduction des prix. C'est des gains de productivité dans ces professions dont bénéficie globalement l'économie française et dont bénéficie le consommateur en bout de chaîne, par la baisse des prix, et dont bénéficient aussi les entreprises qui consomment ces produits. Les principaux effets, produits, c'est le produit d'avocat, le produit notarié, c'est absolument pour faire concret. Les consommateurs de ces biens et services ne sont pas simplement les ménages. Alors bien sûr, cette réforme n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire pour que la croissance en France revienne. Ça ne donne pas de point de croissance. Hein. Non, non, c'est clair. Mais ça doit s'inscrire dans une stratégie plus globale. Et dans cette stratégie plus globale, c'est une pierre qui est loin d'être mineure. Les évaluations qu'on a pu faire, quelques collègues et moi, des gains à en attendre à long terme de la déréglementation partielle des professions réglementées en France, c'est 1 point de PIB en plus à long terme. 1 point de PIB à long terme. 1 point de PIB en plus à long terme. Est-ce qu'on peut écarter d'un revers de main 1 point de PIB à long terme? Vous voyez, la réforme sur le marché du travail, c'est évidemment beaucoup plus. On rejoint les 6 milliards d'Arnaud Montebourg là, avec ce point de PIB? Non, mais est-ce que c'était ça l'idée? C'était tout d'un coup, on allait exploser. Cet élément est mineur. Cet élément est mineur, et d'ailleurs, ça n'est pas du tout l'argument principal qui a été invoqué dès le départ, dès le rapport Armand-Rueff, pour cette déréglementation. C'est le coup de fouet que ça donne à l'ensemble de l'économie, parce qu'il y a des gains de productivité qui sont à attendre dans ces professions, parce que les consommateurs des biens et services de ces professions, c'est non seulement les ménages, mais aussi les entreprises. Et la baisse de leurs coûts, c'est évidemment une amélioration de leur compétitivité. Et donc, en effet, boomerang, ça revient sur le salarié. Michel Chassan, vous représentez ces professions libérales. On vous avait invité plusieurs fois pour parler des médecins, mais là, vous allez nous parler de manière plus globale des professions libérales. Finalement, il y a autant de professions libérales qu'il y a de types de journalistes, parce que les notaires, eux, ont des tarifs réglementés, ce qui n'est pas le cas des avocats, qui peuvent pratiquer des honoraires libres. Comment vous regardez cette réforme? Et est-ce que vous dites, vous qui avez consulté, rencontré l'ensemble des professions, on va améliorer réellement le pouvoir d'achat et faire baisser les prix? Expliquez-nous concrètement comment ça pourrait marcher, ou est-ce que ça ne marchera pas? Je m'interroge singulièrement sur la finalité de tout ça, quand même. Je n'ai pas oublié, pas du tout, les déclarations du ministre Montebourg, même s'il n'est plus ministre aujourd'hui. Je sais que ces déclarations ont été approuvées par le chef de l'État à la fin du mois d'août,
déclarations solennelles dans les colonnes d'un journal du soir que chacun connaît, et qui ont été repris par le Premier ministre à 2 reprises, d'une part à l'Université de La Rochelle et d'autre part à l'Université du MEDEF. Donc je n'oublie pas que M. Montebourg ne travaillait pas seul et il travaille dans un ensemble gouvernemental. Donc je n'ai pas oublié ces paroles-là. Ces paroles sont extrêmement stigmatisantes à l'égard des professions libérales. Pourquoi stigmatisantes? On les accusait quoi? D'être trop riches, de gagner trop d'argent? Quand on nous traite de rentiers d'une part, quand on nous traite de capter 6 milliards, de façon indue 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français, excusez, mais on a vraiment l'impression d'être totalement stigmatisé. Vous observerez d'ailleurs, et M. Ferrand n'a pas contredit cela, que le rapport porte exclusivement sur les professions libérales, et pas n'importe lesquelles, uniquement certaines du droit, de santé, et certaines juridique, de santé. Absolument. Elle ne porte absolument pas sur l'ensemble des professions réglementées, qui, comme vous le savez, sont extrêmement nombreuses. Il y a dans ce 37 pays. professions réglementées, Il y a je ne me trompe beaucoup pas. plus de Il y en a beaucoup 137 professions réglementées. Plus de 137, moi j'ai eu 37 professions. Il y en a au minimum 200. D'accord. Au minimum 200. 200 et on en touche 37. Au minimum. Donc on est loin des 38 qui sont mis à l'index. Donc aujourd'hui. certains passent à la Donc trappe. vous ne m'empêcherez pas de penser qu'il s'agit là d'une stigmatisation. Premièrement. Deuxièmement, monsieur, si les gouvernements successifs, depuis 1960, n'ont pas adopté et n'ont pas mis en œuvre tout cela, c'est qu'il y avait des raisons. Et que c'est peut-être le bon sens qui l'a emporté, plutôt que l'économie. Plutôt que, que vous prenez. de Parce vos que ces professions. gouvernements se sont aperçus que finalement, et in fine, il y avait plus d'inconvénients à mettre en œuvre des réformes de ce type que Lesquels des avantages. le risque, c'est quoi, Michel Les Chassaing? inconvénients, c'est quoi? C'est d'abord que vous Et bousculez tout ce qui marche, parce que ça marche, c'est reconnu par tout le monde. Ça veut dire que vous prenez le risque de casser une mécanique qui marche bien. C'est ça qu'il faut bien que vous le sachiez, à travers la répartition démographique de ces professionnels, à travers les modes de rémunération de ces professionnels, ça risque de déstabiliser, et en particulier les plus fragiles d'entre nous, à travers... J'ai lu que ça pouvait faire perdre des emplois au lieu d'en Et faire puis, gagner. deuxièmement, c'est destructeur en matière d'emploi, parce que vous parlez de gains potentiels, hypothétiques d'économie et de pouvoir d'achat à long terme. Vous avez bien dit à long terme. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'à court terme, ça va coûter cher. Ça va coûter cher l'affaire. Ça va coûter cher en termes de coûts directs. Et évidemment qu'il va falloir indemniser ces professions. Vous imaginez tout de même pas que vous allez réformer ce genre de profession sans les indemniser. Vous imaginez tout de même pas qu'il ne va pas y avoir un coût social avec les licenciements que ça va comporter. Bon, il faut quand même que vous ayez à l'esprit que nous ne sommes pas dans des marchés ordinaires. Nous sommes dans des marchés qui sont très particuliers et qui tiennent au fait, s'il vous permettez, qui tiennent au fait qu'on a une asymétrie d'information extrêmement importante entre le professionnel sur ces métiers-là et le public et le consommateur. Vous dites et le client. en amont, on a besoin de ces conseils. Absolument en tenir compte. Ça veut dire que la libéralisation des prix telle qu'elle est prônée, parce que on fait baisser la qualité. C'est la liberté. Mais bien sûr que si, puisque vous proposez un plafond. Parce que moi je l'ai lu votre rapport. Je l'ai lu. Et vous proposez un plafond. Monsieur Ferrand, s'il vous plaît, vous proposez un plafond, oui ou non? Vous proposez un plancher. Attendez, je vais proposer un répondre à plafond. vos questions lorsque j'aurai l'occasion de m'exprimer. Bon, à partir du moment où vous proposez un plafond, ça veut dire que vous laissez libre cours à toutes les baisses de tarifs qui pourraient être proposées par les professionnels. Ça veut dire que vous laissez potentiellement se dégrader la qualité des services qui aujourd'hui ne font pas débat. C'est ça le vrai problème. Or, je pense que franchement, là, vous prenez des risques inconsidérés et ça va totalement à l'encontre de la politique gouvernementale. Pourquoi? Le dernier mot. Le pacte de responsabilité, parce que j'ai d'autres responsabilités par ailleurs. Le pacte de responsabilité dont nous allons débattre, et en particulier demain, ce pacte de responsabilité s'appuie justement sur une meilleure compétitivité des entreprises et de dégager pour elles justement des gains de productivité. Là, précisément, vous allez faire l'inverse pour les professions libérales et pour le secteur des professions libérales. Or, c'est le secteur qui, aujourd'hui, est le plus porteur en termes d'emploi. Richard Ferrand, regardez, et vous allez vous exprimer, parce que je vous donne la parole, c'est sur les professions juridiques, et vous allez pouvoir répondre. Regardez pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas concernés par ces professions dites réglementées, pour qu'ils essaient d'y comprendre quelque chose. On a pris, comme ça, dans l'ordre, pas tout, les propositions concernant les professions juridiques. Alors, on ne va pas toutes les lire, mais créer sans délai un nombre significatif de postes et d'offices pour les notaires, les commissaires-priseurs et les huissiers, mais permettre aussi l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral entre les professions juridiques. Je voulais juste qu'on s'arrête sur ce point, parce qu'on reverra cette petite animation, mais l'ouverture du capital, on l'avait entendu pour les pharmacies, dans la famille professionnelle, ça veut dire quoi concrètement? Précisément, est-ce que là vous ouvrez le capital et qui rentre au capital? Est-ce que ça ne bouleverse pas l'organisation de ces cabinets, par exemple? Oui, attendez, je vais répondre bien entendu à vos questions. Mais je voudrais d'abord dire au président Chassaing qu'il ne s'agit pas, vous avez employé des mots qui, de mon point de vue, n'aident pas au débat et à sa clarté. Mise à l'index,
personne n'est mis à l'index. Personne. Personne n'est mis à l'index. Vous parlez de profession toute libérale. Il faudra que vous expliquiez dans le détail le caractère parfaitement libéral de professions qui sont des officiers publics ou ministériels et qui obéissent à des tarifs réglementés qui se déterminent parfois eux-mêmes comme étant des magistrats de l'amiable. C'est le cas des notaires. La profession, enfin l'expression n'est pas de moi. Attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Indemniser de quoi? À aucun moment. Du préjudice, vous dit Michel Chassan. De quel préjudice? À aucun moment, nous ne disons... la suppression du droit de présentation. Ça ne s'indemnise pas, ça? Présentation. Alors le droit de présentation, c'est quoi pour ceux qui nous regardent? Laissez-moi s'il vous plaît terminer, sinon on n'arrivera pas. Donc, non, absolument pas. Absolument pas. Ceci est totalement mensonger. Nous disons que la valeur des offices, d'ailleurs qui à l'origine ont été octroyés par la puissance publique. Acheté quand même, acheté ça. Non mais à l'origine non, après revendu, je vous l'accorde. Le premier s'est créé, d'accord. Ça fait longtemps. Tout de même. Donc c'est une fonction publique qui progressivement a pris de la valeur. Et donc céder. Nous ne disons pas que demain il sera impossible de céder une étude ou un office. Oui, j'imagine que les notaires qui nous regardent s'inquiètent là. Non mais donc je viens de vous répondre. Il n'est pas question de cela. La vénalité des charges, si je puis dire, n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est le droit de présentation. Qu'est-ce que le droit de présentation? Le droit de présentation, c'est une magnifique trouvaille qui date de Louis XVIII. Tout de même, 1816, article 91 de la loi de finances de 1816, qui octroie une sorte de privilège qui fait que on a le droit de présenter son successeur, c'est-à-dire des gens veulent prendre à l'agrément du garde des Sceaux. Sauf que à ce moment-là, c'est la cooptation, le parquet vérifie la moralité et l'honorabilité, mais il n'y a pas d'égalité républicaine. Eh bien, ce que je propose, je ne vois pas en quoi ça ouvrirait droit à indemnisation, c'est que l'on substitue à l'égalité républicaine ce qui naguère, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais ce qui naguère était la sécurité dynastique. Ensuite, sur le fait que les charges ou les offices aient une valeur, puissent être cédés et à ce titre achetés et rémunérés, à aucun moment le capital. Et c'est ce que la liberté d'installation que vous ne voulez pas pour les professions libérales, parce que M. Chassan, quand il parle des médecins, il est pour la liberté d'installation. Ah oui, pas tellement. Quand il le propose pour d'autres professions, il est contre, etc. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction. Vous le faites à Philippe Pouillon, attendez, pas parler. Philippe Pouillon et Gilles Berset, exprimez-vous chacun votre tour. Pardon, mais je n'ai pas pu encore lire intégralement votre rapport. Mais vous allez le lire. Évidemment, je vais le lire, parce que comme vous l'avez rappelé, je travaille sur la question en ce moment. Bon. Mais je vois beaucoup de conclusions, de propositions où il est dit il faut réfléchir à. Il faut 2 sur 28 sur des questions comme la profession unique de l'exécution, comme les avocats en entreprise. Faut étudier la question. Sujet très sensible. Il a raison, Monsieur Ferrand, parce que ce sont des questions extrêmement complexes qu'on ne peut pas régler comme ça sur un coin de table et qui méritent réflexion. Vous avez raison là-dessus, et ça vous fait toucher du doigt qu'on ne peut pas régler ça en 3 semaines, et que donc tout ce travail fait en quelques semaines, nous tous d'ailleurs, on le fait, n'est pas un travail sérieux. Bon, pour le reste, méfiez-vous d'une chose. Ne paupérisez pas ces professions. C'est pas l'objectif. Je sais bien qu'il y a une tendance de votre majorité à niveler par le bas. Ne paupérisez pas ces professions. Voilà, mais écoutez, moi je vais vous donner l'exemple. Vous avez dit que j'étais avocat, c'est la vérité. Moi, je connais pas trop mal cette profession, je l'ai vue évoluer, elle a été extrêmement ouverte, il y a maintenant pas loin de 60 000 avocats en France, et c'est une profession dont le revenu moyen est de 3 000 euros par mois. C'est pour ça que je ne propose pas la liberté 3 000 euros par mois, et en paupérisant, eh bien, on abaisse pour le consommateur la qualité, la compétence, etc. Juste un petit mot de Gilles Berset et Michel Chassan. Je ne propose pas, monsieur Houillon. Gilles Berset, j'ai un petit tweet. Grande ouverture. Je propose la création de charges, mais je ne propose pas la liberté d'installation. C'est terrible. Aucune étude d'impact, aucune évaluation. J'ai demandé à monsieur Macron, quand on l'a interrogé, où est l'étude d'impact ? Qu'est-ce que ça? Alors maintenant, on sait depuis ce soir que de toute façon, ça rapporte pas un centime de pouvoir d'achat. Donc j'avais bien raison. Enfin, il y a un point de PIB. C'est une opération de com. C'est juste une opération de com. J'ai un tweet. Je caricature pas. Attendez, je tiens mon tweet et je vais le soumettre à Gilles Berset et avec une petite question. Les Français n'aiment que les réformes perçues uniquement comme des régressions, que si elles ne touchent que leurs voisins. Juste une question comme ça, un petit peu de béotien qui regarde ce sujet en mettant plongé dans le rapport de Richard Ferrand. On a toujours l'impression que ceux qui déréglementent, qui libéralisent, c'est à droite, et puis que la gauche est plutôt favorable. Et là, on a l'impression qu'on est à front renversé. Vous voyez, c'est une espèce de débat inversé gauche-droite. Non, je me trompe ou... Non, mais j'essaie de comprendre. Ceux qui libéralisent, c'est pas forcément à la gauche. Non, mais le constat que vous faites est vraiment intéressant. Le rapport Armand Rueff en 1960
1960, vous voyez, la date est forte, juste après l'instauration de la Ve République. Donc c'est quelque chose, vous voyez, de marquant, c'est ni de gauche, ni de droite. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dits de droite, en tout cas, sont tout à fait favorables à ce type de politique. Alors la question était soulevée tout à l'heure de pourquoi ça s'est pas fait depuis cette époque. C'est une question intéressante, hein. C'est une question importante. Pourquoi ça s'est pas fait ? La raison en est simple. Elle a été analysée par de multiples articles, de multiples papiers. Il y a énormément de lobbies. Il y a énormément de lobbies qui s'agitent par ces professions, pour professions, défendre quoi, pour défendre les privilèges de ces professions. Quand on parle de paupérisation, on en est parfois loin. Je voudrais vous citer quelques chiffres qui sortent du rapport de l'IGF. IGF, Inspection Générale des Finances, qu'Arnaud Montebourg avait dit qu'il dévoilerait. Le rapport, attendez, écoutez Gilbert Fett, il y a des chiffres. Net, hein, je parle de revenus nets, vous voyez, après tout prélèvement, sociaux. Revenus nets médians, par exemple, des professionnels administrateurs judiciaires. Oui. C'est combien, à votre avis ? Par mois. Revenu net médian. 50% sont au-dessus, 50% sont en dessous. Combien, dites-nous ? 27 700 euros. C'est pas des moyennes. Par mois. C'est médian. Par mois. Administrateur entre la rémunération la plus basse et la plus haute, ça ne veut rien dire du tout. Par mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Notaire, dans l'ensemble de la France. Dans l'ensemble de la France. On va venir au notaire. 13 200 euros. Sur l'ensemble, en médian. C'est ça. Voilà, y compris en prenant en compte les zones rurales, vous voyez, dans lesquelles, évidemment, les revenus des notaires sont plus faibles que dans une ville comme Paris. Ces avantages-là, ces chiffres-là, il faut les donner. Mais la valeur, justement, de leur étude est liée à ces revenus. Alors, on ne réforme pas si on se dit qu'il faut qu'on ne peut pas réformer parce que la valeur de leur étude est très élevée, ils ont dû emprunter pour l'acheter. Vous voyez, c'est justement ces revenus qui font la valeur de leurs études. Vous voyez, donc votre raisonnement est d'une absurdité totale, excusez-moi de le dire. Les revenus sont élevés via des privilèges et ils aboutissent à des salaires qui vous semblent en tout cas élevés, 27 000 euros pour l'administrateur. Michel Chassan. Et des valeurs d'études qui sont élevées. Attendez, vous engueulez pas. Donc faut réformer. C'est ce que je dis au départ. Attendez, chacun son tour. Michel Chassan, les salaires qu'on vient d'entendre. Vous venez. On y vient. C'est l'IGF. Vous venez de faire la démonstration de la finalité réelle. La finalité réelle de cette affaire, c'est celle-là. C'est de faire et de lutter, évidemment, contre des revenus que vous jugez exorbitants pour des raisons et pour des échelles de valeur qui sont les vôtres. Dites-vous, hein, moi je suis un homme Deuxièmement, vous avez fait une autre démonstration. Et après, je dirai un coup de chapeau à ce que je pense de ce qu'a écrit M. Ferrand. Une fois n'est pas coutume. Ah, mais c'était sincère. Je suis impatient. Vous venez de faire la démonstration que finalement, ce qui va être mis en œuvre va mettre les notaires en particulier, et ceux qui ont acheté des charges extrêmement chères, vous allez mettre au tapis. Vous avez conscience de ça. Du tout. Et comment vous pouvez imaginer que dans le même temps, en créant justement les conditions qui vont faire que le marché va diminuer et que donc par voie de conséquence la valeur de leur étude et de leur outil de travail va diminuer, et vous allez dans le même temps ne pas les indemniser? Attendez un peu là. Vous êtes dans quel monde? Je voudrais répondre. Donc vous voyez bien qu'on est à compte terme. Et Jacques Mire, attendez, réponse, chacun son tour. C'est un débat. Je n'agresse pas répondre à cette attaque. Non mais attendez, vous êtes sur effectivement le long terme, vous n'êtes pas sur le court terme. Dans l'ouvrage que j'espère que vous avez lu, que oui, je l'ai lu parce que M. Cohen me l'a remis, figurez-vous. Je l'ai lu. Dans cet ouvrage, nous proposons des méthodes qui permettent d'éviter la spoliation, puisque ce mot est parfois employé, la spoliation des détenteurs actuels de certaines charges, et qui ne passent ni par un financement public, ni donc par une spoliation en termes de réponse. Ça passe alors ? Eh bien, tout simplement, ce que nous proposons, c'est le fait que les entrants, transitoirement, indemnisent, contribuent à l'indemnisation des insiders. Transitoirement. Pour prendre l'exemple des taxis, moi, je vais prendre les jeunes qui vont payer pour les jeunes qui vont payer. Je vais prendre un exemple. Et Jacques Mire, tout ça, c'est pour favoriser les jeunes. Je vais prendre un exemple simple qui nous a servi pour illustrer ce propos, l'exemple la tarte à la crème des taxis. Terminé. Dans cet exemple, nous disons oui, il faudrait ouvrir beaucoup plus largement la profession au VTC, la laisser exercer son activité de façon beaucoup plus libre. Alors ça a bloqué, hein. Mais pendant 5 ou 10 ans, c'est des calculs à faire en sorte que les entrants payent
une taxe qui soit intégralement reversée pour l'indemnisation des insiders. Des insiders. Mais une taxe provisoire. Vous convenez que c'est une opération de com, qu'on gagne pas d'argent, en tout cas, qu'il faut indemniser. Je voudrais insister. Je voudrais insister sur un point. Et puis donner un exemple, par exemple, d'ouverture parfaitement réussie, qui n'est pas dans le domaine des professions protégées, mais qui va parler à tout le monde, à tous les auditeurs. Gilles Berset, allez-y. D'abord, le principal avantage, le principal canal pour en obtenir des résultats, ça n'est pas celui des gains de pouvoir d'achat des ménages, parce qu'encore une fois, dans ce cas-là, on prend dans une poche éventuellement pour donner à d'autres. C'est tout autre chose, le principal canal. C'est ce canal de baisse de prix, de gain de productivité. Et je voudrais donner l'illustration qu'on a tous vécue, qui est celle du quatrième opérateur dans la téléphonie mobile. Mais vous, ça n'a pas... Eh bien, le quatrième opérateur dans la téléphonie mobile, qui en a profité tous les consommateurs que nous sommes. Ce n'est pas le cas de tous les consommateurs que nous sommes. On n'est absolument pas dans les mêmes marchés. Très mauvaise comparaison. Tous les consommateurs que nous sommes et les entreprises. Mais c'est précisément là pour notre compétitivité. Vous confondez tous les marchés, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes marchés. Monsieur Ferrand, si vous permettez. Monsieur Ferrand. Un coup de chapeau et Jacques Mire, Monsieur Ferrand, vous êtes revenu à des choses raisonnables. Et ça, je voulais vous parce qu'on a eu un débat. Il avait exagéré. Non, mais j'entends. Donc, ça veut dire que les messages qu'on a fait passer sont en partie passés. Qu'est-ce qui vous avait effrayé qui ne sont pas dans le rapport ? En particulier l'ouverture du capital. C'est-à-dire que l'ouverture du capital, telle que le prônait évidemment et M. Montebourg et M. Macron dans un premier temps, n'oublions pas quand même, c'est-à-dire viser finalement à permettre à des sociétés financières extérieures, voire des fonds d'investissement, de pouvoir investir dans les capitaux, donc des sociétés d'exercice libéral. C'était une pure folie. Alors vous avez pris conscience qu'il s'agissait là d'une véritable folie, et vous êtes venu à des choses plus, je dirais, rationnelles, parce que favoriser l'investissement en capital à travers soit des professionnels eux-mêmes, soit un interprofessionnel, pour peu qu'évidemment on évite, et vous le mettez bien dans votre rapport d'ailleurs, pour éviter les conflits d'intérêts et pour éviter que donc c'est un coup de chapeau. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui mérite d'être creusé, parce que c'est évidemment porteur, je pense, d'espoir. Je pense que là, on peut travailler honnêtement là-dessus. Mais alors, faites-en de même pour les autres propositions. Revenez à des choses. Regardez, écoutez, j'avais une question sur le prix de l'énergie qui avait été ouverte à la concurrence, et le prix de l'énergie a progressé de manière considérable, et pourtant l'énergie a été ouverte à la concurrence, le gaz notamment, l'électricité. Peut-être qu'on pourrait y revenir après ce son. Alors c'est pas un son, vous allez le voir, parce que ceux qui sont députés l'ont entendu. C'était un coup de gueule de Jacques Mire sur les professions réglementées, extrêmement en colère, évoquant la question des notaires, évoquant la question des pharmaciens, et vous allez l'entendre. Il y aurait une réponse juste après d'ailleurs du ministre Emmanuel Macron. Regardez, coup de gueule de Jacques Mire. Est-ce que votre politique économique de réforme pour la relance consiste d'abord à trouver des boucs émissaires? J'en veux pour preuve votre charge contre les pharmaciens et les notaires. Les pharmaciens concourent directement à la sécurité médicale des Français. Ils font gagner, Madame Toine le sait, 2 milliards d'euros à la sécurité sociale avec les génériques. Ils sont des commerces de proximité en centre-ville, pas comme les grandes surfaces en dehors. Les officines couvrent tout le territoire. Les notaires assurent la sécurité juridique des Français qu'ils conseillent, eux, gratuitement. Ils assurent un service public sur tout le territoire. Ils collectent, Monsieur le ministre du Budget, gratuitement 22 milliards d'euros pour l'État, partout en Europe, où ce système a été soi-disant libéralisé, les honoraires se sont envolés, plus de 30% aux Pays-Bas. La Chine, le Vietnam s'apprêtent à adopter notre système de notariat. Les litiges à la suite d'actes notariés représentent en France 4 pour 1000, 30% en Angleterre. Alors n'écoutez pas vos amis banquiers, monsieur le ministre, à la cervelle lavée à la mode des méthodes anglo-saxonnes. Quand allez-vous cesser de casser ce qui marche ? Je ne peux pas vous laisser dire qu'il s'agit d'un projet de dérégulation, de libéralisation, parce que ça n'est pas le cas. Et je ne peux pas vous laisser dire que c'est un projet qui irait contre le maillage territorial, parce que ça n'est pas ce que nous voulons. L'esprit dans lequel cette réforme est conduite, monsieur le député, depuis le début, c'est un esprit d'efficacité et de concertation. C'est un esprit précisément qui consiste à réformer avec les professionnels, avec les parlementaires, ces différentes professions. Parce qu'à l'inverse,
Je ne peux pas accepter votre argument qui consisterait à dire que la France ne peut se réformer qu'en enlevant le droit des plus faibles. Parce que je ne peux pas accepter votre argument qui consisterait à dire que c'est en cassant certains droits que la réforme seule s'articule. Oui, une réforme est possible des professions réglementées. Parce que les notaires aujourd'hui peuvent se moderniser, parce que la population du notariat, l'accès au notariat doit se moderniser. Et pour ne citer qu'un exemple, on peut faire mieux avec des moyens plus modernes et plus républicains. C'est le projet qui sera poursuivi. Loin de la caricature que vous venez de faire, monsieur le député. Voilà, loin de la caricature, c'est le coup de colère de Jacques Mier. Ce tweet, Michel Chassan, parce que Michel Chassan, l'émission est en direct, on est vraiment heureux de vous accueillir. Et Jacques Mier a terminé de parler, vous l'avez entendu évidemment avec passion. Ce petit tweet au secours, quel type d'économiste est ce monsieur? Paupériser les professions va générer du chômage, nous dit ce tweetos, en réponse à ce que vous disiez. Juste rapidement, nos sentinelles, j'évoquais la libéralisation, vous l'avez évoqué vous-même, hein, quand on libère les marchés, notamment de la téléphonie, dites-vous, ça sert aux consommateurs. C'est vrai que les prix ont baissé. Vous faisiez référence à Free. Étienne, vous en pensez quoi? C'est vrai partout? Est-ce qu'il faut libéraliser, ce qui permet une libre concurrence et donc des prix qui baissent? C'est vrai tout le temps? De ça. Non, mais enfin, c'est ce qu'évoquait Gilles Berset dans l'idée de déréglementer. Oui, mais pas le rapport. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau, je reviens juste sur les notaires, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 10% des études françaises qui affichent des pertes au premier trimestre. Et que on voit que dans un pays qui a libéralisé comme au niveau des Pays-Bas, il y a eu une inflation des coûts et le nombre des officines a progressé moins qu'en France. Donc la libéralisation n'est pas forcément bonne en ce domaine. Et il y a 80% aussi des impôts de l'État pour les notaires qui touchent sur leur rémunération qu'un pourcentage de taxe du prix d'achat des biens. C'est des choses qui me semblent importantes de rappeler. C'est réglementé. Deuxième point que je voulais soulever, c'est que l'économiste a parlé qu'il fallait une stratégie globale pour que cette libéralisation marche. Et je voudrais bien savoir si, à l'heure actuelle, on voit une véritable stratégie globale comme on pouvait le voir à l'époque du général de Gaulle ou d'autres. On est plutôt dans le flou permanent. Ok, donc ça, gardez la question parce que l'économiste est interpellé. On parlait de ce rapport de 60, parce que l'économiste est très interpellé ce soir à travers les tweets et les sentinelles. Achille, vous, militant de Nouvelle Donne, je ne veux pas reposer ma question gauche-droite, on m'a déjà répondu, c'est pas un sujet de gauche, c'est pas un sujet de droite. Vous dites quoi, vous, à Nouvelle Donne? On déréglemente, on libéralise, au risque, nous dit-on, côté profession libérale, d'affaiblir la qualité de service et de rendre le modèle anglo-saxon. J'imagine que c'est un mot qui vous fait peur Je ne vais pas parler au nom de mon parti parce que je ne connais pas la position de Nouvelle Donne sur ce sujet. Non, simplement, je vais dire juste une chose. Il y a un truc qui, moi, m'étonne un peu, et il y en a un peu marre que les consommateurs soient pris pour des bonnes poires. J'entends la droite crier « Oh mon Dieu, on va libéraliser un secteur où il y a des situations de rente. » Il y a des situations de rente. On est dans un pays en crise où il y a des gens qui galèrent aujourd'hui et on n'est pas capable de se dire il y a des gens peut-être qui sont un peu trop payés. Peut-être qu'il y a aussi ce problème-ci. Ça ne va pas créer du chômage. Il faut arrêter aussi avec ça. Et je ne comprends pas très bien cette réaction, j'allais dire, un peu surjouée. Richard Ferrand, est-ce que pour boucler la boucle du débat, il nous reste une dizaine de minutes, on va avoir le temps d'approfondir un certain nombre de sujets sur le modèle anglo-saxon, mais est-ce que fondamentalement, ce que nous dit ce citoyen devant sa webcam, voilà, on est en crise, il faut que tout le monde mette la main à la poche, au risque de paupériser tout le monde finalement. Non, mais attendez, très honnêtement, je voudrais arriver à convaincre, on ne sait jamais, peut-être y parviendrai-je. C'est l'intérêt de cette émission. Le moteur, c'est pas la com, mon cher collègue, monsieur Houillon, ce n'est pas la communication, ça n'aurait pas de sens, ce n'est pas la libéralisation, c'est la question, qu'est-ce qui est utile pour l'intérêt général, pour l'accès des jeunes à la profession, pour des pratiques tarifaires qui convergent vers la réalité des coûts, et qu'est-ce qui peut donner justement ce que j'ai appelé une nouvelle jeunesse à ces professions, dont par ailleurs il faut leur reconnaître, sans jamais les stigmatiser, qu'elles assurent la sécurité juridique et la sécurité sanitaire. C'est comment et de qualité. Mais, donc le modèle anglo-saxon explique 30% de litiges en Angleterre parce que c'est pas bon. Non, mais le modèle anglo-saxon ne nous intéresse pas. Il faut arrêter ces présupposés. C'est de la com, c'est de l'anglo-saxon, c'est du libéralisme, c'est je sais pas quoi. Non, la question, c'est comment aujourd'hui on part de quelque chose qui en effet à bien des égards fonctionne, qui pour autant marque un certain nombre de défauts, un certain nombre d'archaïsmes. Comment est-ce qu'on corrige ces défauts et ces archaïsmes? Et je crois très sincèrement... Par la concertation. Et bien précisément, mais je l'ai mené pour une petite partie. Vous la menez avec Mme Untermaier. Je ne cesse de dire, depuis le début, Philippe Houillon, la concertation. Sérieux.
Ça va trop vite, il faut prendre le temps. Ce que vous venez de dire est extrêmement important. Tout le monde s'accorde autour de cette table pour dire que ce sont des professions qui fonctionnent bien, de qualité. Je reprends vos termes, de qualité, qui assurent la sécurité juridique, etc. Oui. À partir de là, conservons ce bien précieux dans cette époque difficile. S'il y a des choses à réformer, les professions, vous les avez entendues comme moi, en sont parfaitement d'accord. Sauf que ça ne se fait pas en 3 semaines de temps, en 2 mois de temps, sur des sujets qui posent des problèmes techniques extrêmement complexes. 1960. Attendez, mais rien n'a été fait. Philippe Pouillon, juste un mot. C'est vous qui avez enterré le rapport d'Arroy. Vous faites ça en 3 semaines. C'est vous qui avez enterré ces rapports. Mais vous-même, le rapport d'Arroy, c'est quoi? C'est l'avocat en entreprise et c'est la profession unique de l'exécution. Et une dizaine d'années après, vous dites quoi dans votre rapport? Vous dites, oh là là, faut réfléchir. Vous dites rien d'autre que tous ceux qui ont lu à l'époque le rapport d'Arroy. Désolé, vous dites, faut regarder, faut réfléchir. Alors, Michel Chassan, vous avez bien raison de dire ça, car c'est très complexe techniquement. Gilles Berset, c'est pour faire écho au rapport de l'IGF, ce rapport qui avait fait parler de lui, l'Inspection Générale des Finances, que vous avez cité, Gilles Berset. On a un tweet qui nous tombe. Ce mois-ci, mon étude, donc j'imagine que c'est un notaire qui nous parle, a gagné 387 € après déduction des charges et avant remboursement de mon emprunt. Nous dit ce tweetos qui nous regarde et que je salue. Michel Chassan, les chiffres évoqués par l'IGF, quand même 27 000 € pour l'administrateur. Non, mais je sais pas rien dire. Le cas qui vient d'être évoqué par ce notaire mérite d'être pris en considération. Il y a des jeunes notaires qui ont acquis leur étude et qui ont se sont lourdement endettés, évidemment, et donc ça mérite respect, excusez-moi, parce que ce sont des gens qui travaillent, ils travaillent beaucoup, font plutôt bien leur travail, et donc ça mérite considération. Mais c'est pas, mon propos n'est pas celui-là. Mon propos est de dire que, attention, parce que je comprends bien votre volonté et je comprends bien le fait que vous défendiez l'intérêt général et j'y souscris. J'y souscris à ça. Avec prudence. S'il s'agit d'améliorer le fonctionnement du dispositif, s'il s'agit de simplifier les choses, nous y sommes et vous le savez tout à fait d'accord. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'impression aujourd'hui que c'est la véritable finalité. D'abord parce que nous avons l'impression de stigmatiser, je l'ai dit tout à l'heure, mais pire que ça. On a l'impression qu'on se préoccupe, et c'est curieux quand même, que du monde libéral. Est-ce que vous croyez que dans un secteur comme la santé, comme le secteur comme la justice, vous croyez qu'il ne faudrait pas réformer dans le même temps et mettre en concurrence les services publics? Est-ce que vous croyez qu'on doit et on peut réformer dans le corps des services par publics le biais exclusif du monde libéral? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce soir, on a un aujourd'hui, c'est celui-là, mais c'est toujours celui-là, c'est ça le problème. Non, mais vous savez, si demain on dit il faut par exemple faire un conventionnement sélectif des médecins pour qu'ils soient dans les déserts médicaux, je suis sûr que là... La question des déserts médicaux, le maillage territorial. Ce que je ne comprends pas, c'est que, par exemple, pour la tarification à l'activité, il y a 2 poids 2 mesures entre l'hôpital, justement, et les médecins et les généralistes. Et les cliniques privées. Je vous dirai pourquoi. Et que vous payez un acte pour une prothèse de hanche, que vous la payez, c'est la Sécu qui la paye. Juste et qui la paye va vous intéresser. Supérieur dans un cas comme dans l'autre. C'est ça le problème. Trois petites remarques très brèves. Juste dire quelque chose qui est factuel. C'est que c'est le pouvoir exécutif qui fixe les tarifs. Absolument. Ce ne sont pas ces professions. Alors, Gilles Berset, ce ne sont pas elles qui les fixent. On l'a bien reçu. Juste pour la bonne compréhension. Ce petit tweet, et après vous nous parlez en quoi la libéralisation des professions réglementées va-t-elle baisser la qualité de leurs prestations? Le marché devrait s'autoréguler, ce qui rejoint votre idée ou pas? Trois remarques rapides. Encore une fois, l'argument de la cherté des charges rachetées par les entrants est un mauvais argument. Si ces charges sont très chères à l'achat, c'est que leur espérance de gain est importante. Donc, c'est comme un commerce, il faut faire très attention à cet argument qui amène à se tirer dans le pied. On paye cher, mais on gagne beaucoup derrière. Pour les gens qui l'utilisent. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec la remarque que le processus de réforme devrait, dans notre pays, de nos jours, être très large. J'approuve complètement la démarche d'Emmanuel Macron, beaucoup d'économistes l'approuvent, mais au-delà de ces professions, il y a beaucoup de choses à réformer pour que l'économie française fonctionne bien. Vous évoquez les services publics, le service public, le domaine de la santé, le fait de mettre en concurrence certains services publics. Toutes ces orientations sont d'ailleurs développées dans notre ouvrage que vous m'avez fait le plaisir de lire, qu'on a écrit avec Philippe Aghion et Élie Cohen. Et ce qui serait important, et c'est mon troisième et dernier point, c'est que ça prenne place, cette réforme des professions réglementées, dans une, je dirais, stratégie globale de réforme structurelle
qui concerne aussi le marché du travail, plus largement le marché des biens. Le coût du travail, c'est les dispositifs du type pacte de responsabilité ou CICE. C'est la réforme de l'État. C'est la réforme de l'État, dont la réforme territoriale. Le processus plus global de réforme doit être global. Personne ne doit se sentir particulièrement désigné. Une question de Philippe par ce Pouillon. processus de réforme. On avait un tweet. Croyez-vous qu'un jeune notaire installé sans expérience soit à même d'assurer la sécurité juridique? C'est un tweetos. Votre question et un dernier mot de Richard Ferrand. J'ai une question à poser à mon collègue Ferrand parce que on a vu un projet de loi circuler il y a une dizaine de jours sur la croissance. Non, pas sur la croissance, sur la réforme, sur la réforme des professions. On l'a découvert d'ailleurs ensemble. On l'a découvert ce texte la semaine dernière. J'ai moi-même interrogé M. Macron en lui disant mais qu'est-ce que c'est? Il dit non, c'est quelque chose qui a fuité. Donc c'est pas le bon texte parce que le texte avait ému les professions parce que c'était la fin des professions ou quasiment. Bon, donc ce texte existe, c'est plus d'actualité. Bon. Est-ce que, car les journalistes aiment les scoops, bien je sûr. suppose, bien sûr. Est-ce que vous nous dites que les conclusions de ce rapport vont être, pour l'essentiel, car vous aurez de la prudence dans votre réponse, et je le comprends, repris par le ministre. Reprises, ces propositions, puisque vous êtes parlementaire en mission, reprises pour l'essentiel par le ministre. Réponse, Richard Ferrand. Mon cher collègue, j'ai bon espoir, avec toute la prudence requise, que pour l'essentiel, en effet, ces propositions sont reprises. Donc on peut travailler maintenant sur votre rapport. On a enfin. Il faut le lire donc, Philippe Pouillon, parce qu'il faut prendre parce que c'est important. C'est peut-être l'ossature du projet de loi qui va arriver. C'est en tout cas ce que je suis fondé à penser. Donc, très bien. Le gouvernement ira jusqu'au bout. C'est très important là. Ma question et sa réponse. Fondamental, puisqu'il va ossaturer le projet de loi qui va arriver dans les prochaines semaines. Michel Chassaing, vous êtes rassuré par la réponse de Richard Ferrand. Il reste encore à. Je suis à la fois rassuré par la réponse de M. Ferrand, parce que ça éclaircit les choses, mais je suis très inquiet pour l'avenir. Parce que ce qu'il a écrit pour partie est extrêmement nocif et me paraît nocif. Je continue à le dire. Le débat je ne désespère pas que le débat qu'on va s'ouvrir maintenant sur ce texte va pouvoir l'améliorer comme nous l'avons amélioré pour les capitaux. J'ai trop d'estime et de respect. C'est la fin de ce débat. Pour les professionnels que vous représentez pour vouloir être nocif. Le mot me paraît un temps. Merci à vous quatre. Monsieur Ferrand, écoutez-les et vous verrez que vous. Michel Chassaing, des manifs prévus avant de nous quitter, des manifestations prévues de pharmaciens, de notaires. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut dire que probablement, très probablement, une fois que nous aurons la connaissance de l'intégralité du texte, évidemment qu'il faut s'attendre à des mouvements. Gilles Berset, merci d'être venu sur ce plateau. On a vu votre livre, évidemment, dont vous avez abondamment parlé sur ce plateau. Merci à Philippe Pouillon, vice-président d'une autre mission sur les professions réglementées juridiques. Michel Chassaing pour l'UNPL. Et merci à Richard Ferrand, dont il nous a dit ce soir que les 28 propositions allaient ossaturer un prochain projet de loi. Ossaturer, en tout cas, faire réfléchir le ministre. Regardez le vote JDD. Faut-il toucher aux professions réglementées? Non à 72%, 348 votants. C'est peu pour ce soir, mais beaucoup de tweets, évidemment, et je remercie les tweetos, et 28% disent oui, il faut y toucher. Voilà, le débat est ouvert, et j'imagine qu'on va continuer à en entendre parler. Merci de nous suivre. Demain, on s'intéresse au barrage de Sivins. Tout le monde s'en fiche sur le plateau, mais c'est un sujet important parce que c'est la grande réunion organisée par Ségolène Royal. Est-ce la fin de la construction de ce barrage à Sivins, dans le Tarn? On fera le point de moins soir, c'est un sujet sensible, évidemment, et je serai là en direct. Bonne soirée, à demain.